passons à notre troisième table ronde qui va traiter de la recherche médicale et on pose la question où en sont les essais cliniques. Alors on va parler des essais cliniques médicamenteux et des essais cliniques non médicamenteux. On va commencer la table ronde en parlant des essais cliniques médicamenteux. Je vous présente les trois personnes qui ont pris place à mes côtés. Nicolas Collet, qui est juste à côté de moi, elle est épidémiologiste, chercheuse, docteur en épidémiologie. Au milieu, le professeur Pierre-Jean Housset, qui est neurologue au CHU de Toulouse, et vous êtes responsable du centre de recherche clinique du Gérontopole et aussi, c'est important à dire, coordinateur du réseau français de recherche Alzheimer. Et puis le professeur Mathieu Secaldi, que vous connaissez bien, neurologue au CHU La Timone à Marseille, au moins aussi fidèle que moi pour ses recherches et ses journées annuelles d'Alzheimer. D'ailleurs, je voudrais démarrer par vous, docteur Secaldi, professeur Secaldi, pardon, parce qu'on parle d'essais cliniques, mais qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on entend quand on dit une recherche clinique? Ça veut dire quoi? La recherche clinique, c'est la recherche sur l'humain, sur la personne humaine, c'est-à-dire tester sur les personnes humaines malades ou à risque de développer de la maladie l'efficacité de molécules qui ont démontré dans des études dites précliniques faites chez l'animal, une efficacité. Alors, Pierre-Jean Housset, quels sont les différents types d'essais cliniques qui sont menés? Alors, on est bien là dans le domaine du médicament. Actuellement, dans le domaine du médicament, effectivement... Il faut me mettre le micro bien près. Oui. Oui, donc, bon. Dans le domaine du médicament, on a essentiellement à notre disposition des essais, la promotion industrielle. C'est-à-dire que c'est des essais qui sont proposés par l'industrie sur la recherche de nouvelles molécules. Et essentiellement, donc, Mathieu pourrait le détailler peut-être plus précisément, on a diverses phases dans la recherche et ce qu'on entend usuellement par la recherche clinique médicamenteuse sont les phases 2 et 3, c'est-à-dire qui s'adressent aux patients. Puisqu'effectivement, en amont de ces phases, il y a des phases précoces chez les volontaires sains, voire chez des modèles animaux. Mais ce qu'on entend par la recherche médicamenteuse, c'est ce qui s'adresse aux patients, les phases 2 et 3, donc essentiellement sur la recherche médicamenteuse. Il y a combien d'essais cliniques médicamenteux qui sont menés actuellement en France et ça concerne à peu près combien de patients au total? Écoutez, j'avais anticipé votre question, donc j'ai fait une... Vous avez regardé les chiffres? J'ai fait une petite recherche hier. Si on restreint donc les essais médicamenteux aux phases 2 et 3, donc chez la personne malade, dans le monde à peu près, il y a 150 essais qui sont menés actuellement. On va dire qu'il y en a une trentaine qui sont disponibles en Europe. Et la France participe à beaucoup de ces recherches, mais actuellement, on va dire, en cours de recrutement, on doit avoir une quinzaine d'essais à peu près en cours de recrutement en France. Ça représente combien de patients en France? Alors, question piège. Non, pas question piège, question un petit peu délicate, parce que c'est un nombre misérable de patients. Misérable en France. Vous savez tous qu'il y a 1 million de patients en France. On a moins de 200 personnes qui participent à la recherche médicamenteuse. Est-ce qu'on sait pourquoi ce chiffre est aussi faible? Pour des raisons diverses. C'est que la recherche médicamenteuse s'adresse déjà à des formes particulières de patients. Peut-être on pourra en reparler, les formes surtout très précoces. Donc effectivement, tous les patients ne sont pas concernés, mais surtout il y a des freins importants à la recherche, le fait qu'elle se déroule dans des centres spécialisés, ce qui fait qu'il y a une inégalité dans l'accès à la recherche, une inégalité territoriale. Si vous habitez loin d'un grand centre, c'est plus difficile de participer. Et puis aussi, il faut le dire, les contraintes liées à la recherche qui fait que certains patients et certaines familles sont réticents devant ces contraintes à s'engager dans ces démarches de recherche. Et puis aussi, il y a un frein très important, c'est le frein médical qui fait que beaucoup de cliniciens sont réticents à proposer à leurs patients, encore réticents, de moins en moins, mais encore réticents, à proposer à leurs patients l'accès à la recherche. Et nous, ce que nous disons depuis très longtemps, c'est que la recherche est non seulement une nécessité, mais elle est un droit pour le patient. Et c'est ce droit qu'il faudrait vraiment promouvoir et faciliter l'accès à la recherche. Et c'est vraiment l'objet de tous nos efforts actuellement. Mathieu Secaldi. Juste pour ajouter un point aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'un patient
est volontaire pour entrer dans un programme de recherche, qu'il va effectivement participer à ce programme de recherche. Il y a aussi tout un processus qui parle de critères d'éligibilité. Tous les patients ne sont pas éligibles à tous les essais thérapeutiques. Et donc, il y a aussi une phase de sélection, c'est-à-dire que les patients qui, in fine, participeront à un essai représentent, selon les cas, un quart, en gros, enfin approximativement, hein, Pierre-Jean, tu corrigeras si je dis une bêtise, mais à peu près 25% des patients qui, au départ, avaient fait la démarche en disant « oui, ça m'intéresse, je suis d'accord », mais il se trouve qu'il y a toute une phase de sélection, de tests à subir, et selon les résultats de ces tests, même si le patient a authentiquement une maladie d'Alzheimer, hein, qui n'est pas remise en cause en soi, il ne pourra peut-être pas participer à l'essai parce qu'il ne répond pas précisément aux critères. Alors justement, quelles sont les catégories de patients qui sont concernés? Est-ce que ce sont par exemple les patients asymptomatiques, ceux qui sont malades depuis longtemps, et puis je dirais aussi vers quel âge? Alors actuellement, les études cliniques qui sont, la plupart des études cliniques en cours se concentrent sur ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer légère, qui correspond à le stade de démence léger, pour utiliser ce terme ancien de démence, mais il continue à être utilisé dans le cadre de la recherche clinique, de la clinique courante, et à la phase dite prodromale, c'est-à-dire des patients qui ont finalement une atteinte fonctionnelle relativement légère. Donc la plupart des essais thérapeutiques se concentrent sur cette catégorie-là de patients. Après, il n'y a pas nécessairement de limite d'âge, hein, selon les essais, ça peut aller de 50 à 80 ans, mais, et même plus selon les études. Mais en tout cas, c'est surtout sur la phase légère que se concentrent actuellement les essais. Et puis à venir, il y aura, mais ça peut-être qu'on aura le temps d'en reparler ou pas, mais des essais sur les patients, les personnes dites asymptomatiques, c'est-à-dire des personnes qui sont à risque de développer la maladie et qui n'ont pas de symptômes pour autant, mais qui participeraient à des essais dits de prévention. Alors, on va voir que l'immunothérapie est au centre de beaucoup de ces essais. Peut-être définir simplement, professeur Secaldi, ce que l'on entend par immunothérapie. Sur quoi joue-t-on quand on dit qu'on va jouer sur l'immunothérapie? L'immunothérapie, c'est deux choses. C'est l'immunothérapie active, c'est ce qu'on appelle le vaccin, hein, c'est-à-dire qu'on va susciter par le corps la création d'anticorps contre, en l'occurrence dans le cas de la maladie d'Alzheimer, des protéines anormales, ou alors de l'immunothérapie passive, on va apporter des anticorps qui sont également censés neutraliser ces protéines anormales. C'est ça ce qu'on appelle l'immunothérapie de manière générale. Ce n'est pas réservé aux pathologies infectieuses, hein. On parle de la vaccination contre la grippe, d'autres types d'immunothérapie. Il y a maintenant de l'immunothérapie dans différents domaines, notamment dans le domaine du cancer. Et donc c'est une des voies très importantes de la recherche clinique dans le domaine de l'Alzheimer. Alors vous parliez du fait d'amener des anticorps. Justement, professeur Pierre-Jean Housset, il y a un essai clinique qui a été mené à Chicago qui porte sur les anticorps monoclonaux. Les résultats ont été présentés cet été à Chicago. Ils n'ont pas été menés à Chicago, mais présentés à Chicago. Alors c'est intéressant parce que je crois que c'est relativement quand même prometteur. Oui, la piste de l'immunothérapie est une piste donc explorée depuis plusieurs années, presque on pourrait dire une décennie. Et les résultats qui ont été présentés récemment avec un essai sur, comme l'a dit Mathieu, de l'immunothérapie passive avec des anticorps monoclonaux, cet essai qui a montré des résultats inédits. Inédits dans le sens où on sait que l'immunothérapie est active sur la protéine, sur les protéines cibles, sur les plaques, on va dire les plaques cérébrales qui sont le marqueur de la maladie. Mais jusqu'à présent, on avait beaucoup de difficultés à démontrer une corrélation entre cette activité sur les lésions et la réponse clinique. Et cet essai a eu des résultats assez inédits dans le sens où il a montré d'une part un effet majeur sur les protéines anormales, puisque à dose forte, 80% des patients redevenaient normaux en termes de lésions, c'est-à-dire il y avait une diminution très importante des lésions, mais surtout, et ça c'est vraiment assez nouveau, surtout il y avait une corrélation avec un effet sur l'évolution de la pathologie. C'est-à-dire que ces patients
qui avaient des lésions moindres dans le cerveau grâce aux anticorps monoclonaux ont une évolution qui est moindre en termes de troubles intellectuels, mais aussi de retentissement fonctionnel. Donc c'est vraiment des résultats très encourageants. Pour situer, ce sont des essais qui portent ça sur combien de personnes? Ces essais, ce sont de grands essais. On est de l'ordre de 1500, 2000, voire 3000 personnes. Donc on peut dire que les résultats sont significatifs de ce côté-là. Tout à fait. Quand je dis ces chiffres, c'est bien au niveau mondial, puisque ces essais sont réalisés partout dans le monde, notamment donc en Europe et en France, mais aussi aux États-Unis, etc. Alors on disait immunothérapie active ou passive. Parlons de la vaccination, puisqu'il y a un autre essai qui a été mené avec l'idée de vacciner des personnes. C'était en particulier contre le peptide Abeta42, qui forme des agrégats dans le cerveau. Là, quel résultat? Alors, comme l'a dit le professeur Secaldi, l'immunothérapie active, c'est faire créer par le corps lui-même ses propres anticorps, donc en injectant une partie de la protéine anormale ou quelque chose qui ressemble, ce qu'on appelle un antigène, qui ressemble à la protéine anormale. Ces essais d'immunothérapie active ne sont pas récents. Ce sont même les premiers qui ont été initiés dans le domaine de l'immunothérapie. Le souci, c'est que les premiers essais ont montré une activité sur les lésions, mais avec des effets secondaires non négligeables, pour ne pas dire intolérables vis-à-vis du bénéfice que l'on pouvait attendre, avec des réactions cérébrales de type encéphalite qui ont mené à une interruption de cette voie pendant de nombreuses années. Les chercheurs étaient très réticents. Et là, cette voie est relancée avec de nouveaux antigènes qui ont été mis au point, qui n'entraînent pas justement ces réactions anormales. Et il y a un essai qui est actuellement, enfin, il y a plusieurs essais. Un essai est actuellement en cours donc en Europe proche, puisque c'est en Espagne et en France, avec un vaccin qui est développé par un laboratoire espagnol. Et dans le cours de l'année prochaine, un essai d'immunothérapie active va être mené par un grand laboratoire européen, Lundbeck pour ne pas le citer. Alors, autre essai d'immunothérapie, cette fois pour s'attaquer à la protéine Tau, qui est aussi impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Là, je crois qu'il y a plusieurs essais qui sont autour de la protéine Tau. Oui, la voie privilégiée jusqu'à présent était celle de la protéine amyloïde, que l'on considérait comme le facteur déclenchant, la protéine amyloïde anormale, le facteur déclenchant de la maladie. Mais on sait que la protéine Tau, qui est une protéine de structure cellulaire, est impliquée aussi dans la maladie, et avec une production de protéines Tau anormales qui signent les lésions du cerveau. Et il y a des essais actuellement en cours, toujours d'immunothérapie, avec des anticorps qui sont dirigés contre cette protéine Tau anormale qui sont menés. Et il y a actuellement 2 essais qui sont disponibles en France sur cette voie d'immunothérapie anti-Tau. Alors on vient de parler de Abeta42, de Tau. Est-ce que c'est significatif finalement d'aller s'attaquer à ces protéines? Est-ce que ça s'appuie sur quelque chose d'intéressant, professeur Secaldi, ou est-ce que c'est une des pistes parmi d'autres? Bien sûr, c'est significatif. Ça s'appuie sur la compréhension que l'on a actuellement de la maladie. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce que nous avons bien compris la maladie? Parce que est-ce qu'on s'attaque à la bonne le cible? schéma, on va dire général, la pensée dominante qui concerne la maladie d'Alzheimer, c'est qu'effectivement l'amyloïdopathie est très impliquée dans le déclenchement de la pathologie. La taupathie va être accélérée par la présence de l'amyloïdopathie, mais va être elle-même à l'origine des dégénérescences. C'est un peu ce modèle-là qui est basé finalement sur 2 acteurs, amyloïdopathie et taupathie. Alors, c'est pas fumeux, c'est pas quelque chose qui vient comme ça de rien, ça vient de nombreux travaux fondamentaux, même de travaux aussi menés chez l'homme avec les biomarqueurs, puisque maintenant nous avons des biomarqueurs qui permettent aussi de faire des études observationnelles et de regarder ce qui se passe. Néanmoins, on a un peu l'impression qu'il nous manque encore des éléments pour arriver à une connaissance meilleure et qui débouche sur une thérapeutique ou des thérapeutiques qui soient réellement efficaces. Donc, c'est plus une pensée unique. Petit à petit, on voit maintenant se développer des hypothèses qui ne sont plus exclusivement basées sur cette séquence, cette cascade amyloïde Tau, mais qui viennent la pondérer avec d'autres facteurs sur lesquels on pourrait éventuellement agir et qui pourraient permettre de mettre en place des molécules agissant sur d'autres cibles
que ces deux protéines. Professeur Pierre-Jean Housset, on vient de parler d'un certain nombre de, je dirais, d'essais qui ont pour but de ralentir la maladie, mais il y a aussi des possibilités pour limiter les symptômes. Je pense par exemple à l'agressivité, à l'agitation, qui sont des symptômes dérangeants. Là aussi, dans ce cadre-là, il y a des essais qui sont menés. Alors, c'est une question très, très importante parce que c'est vrai que notre effort, l'effort de la communauté scientifique depuis des années sur d'essayer de jouer sur la cause et les mécanismes sous-jacents de la pathologie a un petit peu fait négliger ce qui fait le poids de la maladie pour le patient et pour son entourage, ce sont les symptômes. Les symptômes en termes de troubles cognitifs, de troubles de mémoire ou autres. Et c'est vrai que les médicaments dits symptomatiques qui nous ont été déremboursés récemment agissaient sur ces symptômes. Mais une voie qui a été complètement occultée pendant des décennies, c'est le fait que chez les patients à tous les stades de la pathologie, mais surtout au stade modéré et sévère, les troubles du comportement font un poids énorme, notamment pour l'entourage du patient, mais pour le patient lui-même. Et on a été réduit jusqu'à présent à traiter les patients qui présentent une maladie d'Alzheimer avec troubles du comportement comme on traite des patients psychiatriques avec des médicaments inappropriés, des neuroleptiques notamment. Et il y a toute une réflexion qui se met en cours actuellement dans la recherche de traitements qui seraient spécifiquement actifs sur ces symptômes. Et il y a notamment 2 essais qui sont en cours en France. L'un qui agit sur ce qu'on appelle les troubles psychotiques, c'est un gros mot pour dire hallucination, délire, etc. Et un autre sur les comportements d'agitation, qui sont aussi quelque chose de très important, et avec des molécules prometteuses. Prometteuses dans le sens où elles ont montré une efficacité, et même une des 2 molécules a l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, et on essaie de répliquer donc ces résultats en Europe et en France. Voilà. Alors, je vous précise quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais qui est très important, parce que je vois il y a plein de gens qui notent beaucoup de choses dans la salle. Sachez que toutes les tables rondes sont filmées et qu'à partir, je crois, du 20 décembre, vous pourrez les retrouver sur le site de France Alzheimer. Vous avez aussi beaucoup des intervenants qui sont sur cette scène et qui ensuite vont parler juste à l'extérieur de cette salle à la radio d'Alzheimer. Donc vous retrouverez aussi ces interviews radio sur le site. Donc si vous avez un petit peu mal à la main de noter tout ce que nos intervenants disent, vous inquiétez pas, vous avez la session de rattrapage qui sera disponible dans 15 jours, 3 semaines. Si je peux rajouter juste une phrase, l'intérêt aussi de ces essais qui portent sur les troubles comportementaux, c'est que, comme l'a dit Mathieu Secaldi, les essais, on va dire, qui agissent sur la maladie elle-même sont actuellement le plus souvent réservés aux patients en début d'évolution. Ces essais sur les troubles comportementaux sont ouverts quasiment à tous les stades de la maladie jusqu'au stade sévère de la pathologie. Jusqu'au stade sévère. Donc c'est aussi une opportunité pour impliquer les patients dans la recherche thérapeutique alors qu'ils n'y ont pas accès par ailleurs. Alors je le disais en début de session, vous êtes coordinateur du réseau français de recherche Alzheimer, ce qui veut dire que vous connaissez tout ce qui se fait en matière de recherche. À Toulouse, vous coordonnez une étude européenne qui porte sur la prévention des sujets à risque. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par prévention et en quoi consiste cette étude ? Alors, la prévention, c'est un vaste On a eu toute une table ronde avant sur la prévention. Vaste sujet, donc j'imagine que vous êtes au fait de ce que c'est que la prévention. La prévention, on pourrait imaginer que c'est empêcher que se développe la pathologie chez des sujets totalement sains. Mais il y a une part importante de la prévention actuellement qui vise à retarder l'apparition de la pathologie chez des gens qui sont très à risque, voire porteurs de la maladie, sans en avoir les symptômes, ce qu'on appelle les sujets porteurs asymptomatiques. Et c'est cette voie donc que l'on essaie de privilégier en identifiant, alors vous avez parlé de l'étude que l'on coordonne à Toulouse pour la France, c'est une étude européenne donc, qui est d'une ampleur inégalée, où on a justement sélectionné des sujets sains, comme vous et moi, à partir de 50 ans, mais qui présentent un risque de développer la pathologie. Le risque essentiel étant les antécédents familiaux de la maladie, qui est un risque important. Et cette étude a pour objet, d'une part, de préciser ce risque,
Parce que ce risque, on sait qu'il existe, mais le quantifier et surtout avoir des marqueurs de ce risque, on est encore un petit peu dans la recherche. Enfin, pas un petit peu, on est vraiment dans la recherche. On essaie de préciser ce risque avec une idée secondaire, c'est de dire que chez les sujets chez qui on aura vraiment identifié un risque fort d'évolution, eh bien on leur proposera des essais, à ce moment-là, médicamenteux de prévention, pour essayer justement d'empêcher ou de retarder l'apparition des symptômes. Alors, on disait au début de cette table ronde qu'il y avait environ 200 personnes en France qui participaient à des essais cliniques. Quelle est finalement la répercussion sur la vie quotidienne de ces personnes? Et la question s'adresse à tous les deux. Qui participent à des essais? D'abord, se sentent-ils contraints, obligés? Qu'est-ce que ça change dans leur vie quotidienne? Alors, moi, je vais peut-être donner un élément de réponse, parce que je ne suis pas directement impliqué dans les essais qui se mènent dans mon équipe. Il y a un médecin qui est spécifiquement impliqué. Et donc, j'ai un point de vue un petit peu extérieur. Et je considère que les patients qui sont dans les essais sont ceux qui sont le mieux suivis dans mon service. Parce que d'abord, il y a vraiment une équipe dédiée pour eux. Ils viennent régulièrement, ils sont familiarisés à cette approche. Et en fait, ce qui peut apparaître comme une contrainte au départ devient vraiment un suivi personnalisé. C'est vraiment un suivi extrêmement personnalisé. Donc, j'ai très peu d'exemples en tête de patients qui se soient sentis contraints au point d'arrêter une étude en cours. S'ils arrêtent une étude en cours, c'est parce qu'il y a un effet secondaire, un problème, mais pas pour une contrainte. Voilà. Donc je pense que c'est globalement très positif. Professeur Housset. Oui, je ne peux qu'appuyer ce que dit Mathieu. Vous savez, moi je suis peut-être plus impliqué que Mathieu dans la gestion quotidienne de ces patients de la recherche, et notre métier pourrait être un petit peu, on va dire, décevant, si ce n'est désespérant, dans le sens où cela fait 20 ans qu'on n'a pas trouvé de traitement efficace en cherchant. Mais malgré tout, et ça j'en témoigne de façon très directe, les patients qui participent à la recherche et les familles qui sont impliquées dans la recherche se portent mieux que les autres, ont un bénéfice, le bénéfice qui est lié, comme le dit Mathieu, au fait qu'il y a un suivi régulier, beaucoup plus régulier de ces patients, qu'il y a un encadrement, un soutien, et qu'il y a aussi un espoir. Et l'espoir, c'est très important pour, en termes de qualité de vie des patients et des familles. Alors, on vient de parler des essais médicamenteux. On va aborder maintenant la phase des essais non médicamenteux. Puis ensuite, bien sûr, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Docteur Nicolas Collet, quels sont les facteurs de risque? On les a évoqués dans la table ronde précédente, mais peut-être les rappeler très rapidement, de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées sur lesquelles on peut agir et qui donc sont modifiables. On est bien d'accord, on parle des risques modifiables. Modifiables, oui, tout à fait. En fait, actuellement, on estime qu'environ 35% des cas de maladie d'Alzheimer ou d'autres syndromes démentiels pouvaient être dus à des facteurs modifiables. Donc, effectivement, il y en a un certain nombre. Tout d'abord, il y a des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont également des facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer. Donc, par exemple, l'hypertension, l'obésité ou le cholestérol. Et ces facteurs-là sont particulièrement importants à un âge moyen, plutôt vers les 50-60 ans. Après, on a également l'activité physique qui est plutôt protecteur. Donc, des gens qui font de l'activité physique, on pense qu'ils ont moins de maladie d'Alzheimer ou moins de déclin cognitif. Il y a également la stimulation cognitive ou l'entraînement cognitif qui peut être important, et l'alimentation également, en particulier le régime méditerranéen, comme on dit, qui est plutôt un régime alimentaire qui est riche en acides gras de type oméga 3, en huile d'olive, de fruits et légumes, avec une consommation un petit peu réduite de viande rouge, par exemple. Alors, on va parler d'un certain nombre d'essais qui sont menés, en particulier des essais de prévention, une étude finlandaise, Finger, 1300 personnes de 60 à 77 ans. Qu'est-ce qu'on cherchait à mesurer dans cette étude de prévention ? Alors, l'étude Finger, c'était ce qu'on appelle une étude multidomaine. Donc, on vient de parler des différents facteurs de risque, et jusqu'à présent, dans les études des essais de prévention, on testait des interventions qui visaient un seul facteur à la fois. Donc, par exemple, on demandait aux gens de faire de l'activité physique, et c'était tout. Dans l'étude Finger, c'était une intervention multidomaine. Donc, ils ont associé à la fois de l'activité physique,
de l'entraînement cognitif, des conseils en termes de nutrition en essayant de stimuler les gens à modifier leur alimentation, et il y avait également un suivi des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc c'était une intervention qui était assez intensive, qui a duré 2 ans, et donc c'était mené en Finlande, et on a essayé de voir si cette intervention-là pouvait diminuer le risque de déclin cognitif. Et donc, ce que l'on a observé, c'était que chez les gens qui ont bénéficié de toutes ces interventions au même temps, ils avaient des meilleures performances cognitives au bout des 2 ans par rapport à un groupe contrôle. Par contre, comme l'étude n'a duré que 2 ans, on n'a pas pu mesurer s'il y avait un effet sur l'incidence de la maladie d'Alzheimer ou sur d'autres syndromes démentiels. Et donc, il va falloir les suivre plus longtemps, ces personnes-là, pour voir quels seraient les effets à long terme de cette intervention. Alors, il y a une autre étude, cette fois française, qui s'appelle MAPT. Alors ça, c'est assez étonnant parce que finalement, c'est assez proche de l'étude Finger. Et là, les résultats sont plutôt mitigés, on va dire. Oui, c'est d'où vient la différence? Est-ce qu'on le sait? Oui, enfin, on a quelques idées. Déjà, il y a un certain nombre de différences méthodologiques en fait dans les 2 études. Déjà, donc la population, enfin les personnes qui ont participé à l'étude Finger, ils étaient plus jeunes, ils étaient entre 60 et 77 ans, alors que dans MAPT, les gens ils étaient âgés de plus de 70 ans, donc déjà ils étaient plus âgés. Après, l'intervention était un petit peu différente. Dans Finger, elle était beaucoup plus intensive. Donc, quand on faisait de l'activité physique, on demandait aux gens de venir dans un centre, de faire des sessions de groupe 2 à 3 fois par semaine. Alors que dans MAPT, on faisait également les mêmes types d'interventions de l'activité physique, de l'entraînement cognitif, de l'alimentation. Mais pour l'activité physique, par exemple, on demandait aux gens tout simplement d'augmenter leur niveau d'activité physique, mais plutôt chez eux. Donc on leur demandait, par exemple, on leur proposait un programme, mais il fallait qu'ils s'en occupent eux-mêmes, qu'ils étaient motivés pour faire de la marche 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, par exemple. Donc ils étaient peut-être un peu moins observants, quoi. C'est possible, c'est possible. Donc il y a différentes, il y a différentes raisons. Ensuite, dans MAPT aussi, on a combiné cette intervention multidomaine avec une prise d'oméga 3 aussi, donc il y avait un autre élément. Mais malheureusement, avec cette étude, on n'a pas montré un effet bénéfique globalement. Mais il y avait quelques groupes de sujets qui étaient les plus à risque de développer la maladie, chez lesquels on pense qu'il pourrait y avoir peut-être des bénéfices quand même. Mais qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme type d'études pour avoir des résultats qui seraient, je dirais, plus probants? Parce que là, on voit quand même 2 études assez proches avec des résultats contradictoires. Alors, tout d'abord, il y a beaucoup d'études qui sont en train de se mettre en place justement pour essayer de répliquer les résultats de l'étude Finger, parce avec un seul étude, on ne peut pas vraiment conclure. Donc maintenant, il y a peut-être entre 10 et 15 études qui vont se faire dans le monde, c'est toujours dans la phase préparative en ce moment, mais justement pour essayer de répliquer cette étude-là dans différents contextes. Après, au-delà de cette étude-là, dans l'idéal, ce qui serait l'idéal, ce serait de faire un essai qui dure très longtemps. Le problème dans les essais de prévention, c'est qu'en général, ils sont assez courts. Donc, on va intervenir à un âge souvent un petit peu avancé, à partir de 65-70 ans. Dans l'idéal, il faudrait faire un essai d'intervention qui commence à l'âge de 50 ans et dans lequel on suit les gens pendant 30-40 ans. Mais en termes de faisabilité, ce serait un petit peu compliqué. Et est-ce qu'il y a des pistes à privilégier? Oui, il y a des pistes à privilégier. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à identifier des groupes de sujets qui sont les plus à risque et qui seraient les sujets qui pourront bénéficier le plus en fait, des interventions que l'on va tester. Donc, il va falloir peut-être faire des interventions un peu plus personnalisées en fonction des facteurs de risque des différents individus. Et il faudrait aussi essayer de tester ces interventions chez les gens qui sont vraiment à risque. Parce qu'actuellement, les gens qui participent à les essais de prévention, c'est souvent des gens qui font déjà tout très bien. Ils ont déjà une bonne hygiène de vie, ils font déjà de l'activité physique, ils ont déjà une bonne alimentation. Donc, il faut qu'on arrive à tester ces interventions chez des personnes qui en ont le plus besoin. Ah, finalement, vous dites ces essais, ces études, elles doivent, pour être significatives, durer très longtemps. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas, je dirais, prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire, on pourrait déjà poser des recommandations. Je crois que ça s'est fait aux États-Unis en juin, il y a quelques mois ou il y a quelques années, juin 2016, je crois. Oui, l'année dernière, je crois. 2016. Ou l'année dernière. Finalement, sans attendre les résultats, qu'est-ce qu'on prendrait comme risque en disant comme recommandation, par exemple, faites de la stimulation cognitive ou faites de l'exercice, de l'activité physique?
Justement, dans les recommandations américaines, c'est ce qui a été dit. Il y avait 3 facteurs en fait sur lesquels ils ont décidé de donner des recommandations. Donc, effectivement, il y avait l'activité physique, il y avait l'entraînement cognitif et il y avait le traitement de l'hypertension. Donc, on n'a pas encore des résultats à 100% concluants qui viennent des essais de prévention, mais avec l'ensemble des éléments qui sont à notre disposition, surtout des résultats des études de cohorte qui ont été bien menées, par exemple l'étude PACUIT dont on a parlé tout à l'heure, et le fait que, comme disait Catherine Elmer tout à l'heure, que la prévalence, le taux de prévalence de la démence est en train de diminuer, et on peut faire des liens entre ça et une amélioration globale du mode de vie. On peut commencer à donner un certain nombre de recommandations, mais sous-entendu, comme a dit les recommandations américaines, on n'a pas encore la preuve absolue que ces facteurs peuvent protéger contre la maladie. Mais en tout cas, en ciblant ces facteurs-là, on risque de ne pas faire de mal. On risque aussi d'améliorer la santé cardiovasculaire en même temps et également la qualité de vie. Donc je pense qu'on peut donner déjà un certain nombre de recommandations. Alors, on va prendre des questions dans une seconde. Peut-être une dernière question à nos 2 professeurs qui sont là. Finalement, on le dit clairement, depuis 15 ans, on n'a pas trouvé de nouveaux médicaments contre la maladie d'Alzheimer. Il y a eu pas mal d'essais de recherche qui ont été menés. Finalement, à quoi ils ont servi ces essais? Puisque finalement, à chaque fois, vous arrivez sur une piste qui dit « non, ça ne fonctionne pas ». Oui, vous allez pouvoir vous passer la patate chaude. À quoi ils ont servi? Vous avez appris des choses quand même? Alors, vous savez, on dit toujours qu'il faut bâtir nos succès futurs en apprenant de nos échecs. Et dans le cas précis, les échecs ont été nombreux en termes d'efficacité des médicaments, d'efficacité démontrée des médicaments, mais en revanche, toutes les recherches médicamenteuses qui ont été menées ces 20 dernières années nous ont permis de progresser de façon colossale dans la compréhension, même si elle n'est pas parfaite, tout à fait comme l'a dit Mathieu, il y a encore à faire, mais dans la compréhension de la pathologie et aussi dans le diagnostic. C'est par l'intermédiaire de ces recherches médicamenteuses qu'ont été mis au point ce qu'on appelle les biomarqueurs de la maladie, qui font qu'actuellement, on peut faire un diagnostic quasi de certitude à des stades très précoces. Et c'est grâce à ces recherches. Donc, très clairement, ces essais, cet élan de recherche mondial et français a permis de progresser de façon, mais je dis bien extraordinaire, dans la compréhension de la pathologie, dans le diagnostic et même dans la prise en charge des patients. Donc, on va rester optimiste et heureusement, comme je le dis, sinon il y aura longtemps que j'aurais changé de métier. J'ai l'impression que ce que l'on a pu faire dans le cadre de la recherche, ça a apporté vraiment des bénéfices très importants pour l'ensemble de la pathologie, de sa compréhension, de son traitement et de sa prise en charge. Oui, j'ai le même commentaire. Peut-être un point sur la manière d'évaluer l'efficacité des médicaments. Ça progresse également beaucoup. On était au départ sur une idée extrêmement rigide de la maladie, avec une évaluation qui était uniquement basée, on va dire, sur les tests cognitifs, gagner des points ou ne pas trop en perdre sur tel ou tel autre test cognitif. Ça s'avère manifestement pas la bonne manière de mesurer l'efficacité d'un médicament. Donc il y a de plus en plus d'intérêt pour une approche plus fonctionnelle des conséquences en fait de l'atteinte cognitive. Et puis deuxièmement, maintenant on réfléchit un petit peu mieux aussi à la manière d'adapter les méthodes d'évaluation aux groupes de patients auxquels on propose un traitement. Par exemple, on voit apparaître des essais sur la maladie à corps de Lévy, qui est une maladie apparentée. Eh bien, il y a un essai qui se met en place, qui n'est pas calqué sur l'Alzheimer, mais qui s'adapte aux caractéristiques de la maladie à corps de Lévy. Donc on a quand même cette tendance maintenant à essayer de s'adapter de manière plus précise au profil et à la détérioration fonctionnelle, et donc d'évaluer de manière différente et pas simplement sur la base de tests cognitifs purs et durs. Allez, on va prendre des questions dans la salle. Pendant que les questions arrivent, peut-être une dernière question, professeur Housset. Ça dure combien de temps? Je vais le dire différemment. Au bout de combien de temps sait-on si une molécule fonctionne ou ne fonctionne pas? Tout dépend de l'objectif que l'on s'est fixé pour cette molécule. Si, par exemple, pour un traitement symptomatique qui agit sur les symptômes, savoir si ça fonctionne,
ça peut être très court dans le temps. On peut avoir un effet qui se manifeste dans les mois, voire dans les semaines après le début du traitement. En revanche, un traitement qui a pour ambition de ralentir l'évolution de la pathologie, son efficacité, elle va se déterminer sur des mois, voire des années. Et actuellement, les essais avec ces traitements qui agissent sur le cours de la pathologie, ce qu'on appelle, avec un anglicisme affreux, les disease modifying, ce sont des essais qui durent 18 mois, 2 ans. Et ce n'est que quand toutes ces phases sont terminées, souvent avec des extensions encore d'études, que l'on a une réponse définitive, savoir si le traitement est efficace ou pas. Donc c'est quand même de la longue haleine, et je le répète, tout dépend de ce que l'on veut démontrer.